BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque après-midi, on vous emmène découvrir toutes les thématiques de placement, la forêt des investissements qui s'offre à vous. Et c'est vrai qu'à 16h30, on pose un pied aussi sur l'éperon rocheux des cryptos. De cet éperon s'offre un nouveau panorama. Il est pour vous, fidèle du club BFM Crypto, désormais chaque jour. Valentin Demey vient de nous rejoindre, journaliste chez Cryptost. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Pierre Morisot aussi vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour Guillaume. Cofondateur, directeur général de Waltio. On est en pleine période de déclaration d'impôts. Vous nous direz comment déclarer les revenus sur les cryptos. Ce sera dans quelques instants. Et puis notre match du mardi entre les deux papes de l'analyse technique sur ce marché crypto. Xavier Fenot est avec nous, Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Vincent Gann, analyste technique indépendant. Salut Vincent. Salut Guillaume, salut Val, salut Pierre et salut Xavier. Allez, on est ravis de vous retrouver tous les deux. On va démarrer avec Xavier aujourd'hui. Tiens, Xavier, 5 semaines consécutives dans le rouge pour le Bitcoin. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2014. Ça commence à remonter. Et maintenant, le potentiel, comment est-ce que vous le jugez? Est-ce que les points techniques que vous voyez sur le Bitcoin sont encourageants pour la suite? Alors je pense que globalement, effectivement, vous l'avez dit, on est dans une ambiance générale qui est morose, entre guillemets. On s'ambiance un peu des marchés traditionnels. On est dans la même lignée, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de relais. Techniquement, même si je pense qu'il ne faut pas être trop technique dans ce type de marché parce que les mouvements sont très faibles, malgré ce qu'on peut croire, c'est quand même peu volatile. On a une moyenne mobile à 20 jours qu'on a au-dessus de la tête, donc c'est un plafond de verre sur le Bitcoin, $40 000, et sur l'Ether, $2 900. Globalement, on n'a quand même pas de dégradation de tendance de fond. On est au milieu du range annuel qui nous paraît une étape, mais qui dure depuis 4 mois. On est un peu en dessous sur le Bitcoin, un peu au-dessus sur l'Ether. On a des moins 8%, le lendemain plus 6, ensuite moins 6, plus 4. Donc je pense que faut pas être trop technique, sinon on se fait balader. Moi, ça me fait penser un peu là, vous avez parlé de 2014, mais ça me fait penser plus à la période de mai à juillet 2021, pour ceux qui s'en souviennent. On venait de $65 000. En moins d'un mois, on est tombé à 30 000. Sur le Bitcoin. Et puis derrière, on a végété comme ça pendant 2 mois, 3 mois. On disait, c'est sûr que les $30 000, à force de tester un support, il y a quand même de grandes chances qu'il cède. Et puis finalement, derrière, ça a été le début de ce qu'on appelle un bull run. On a fait des nouveaux records historiques à $69 000. Donc je pense que globalement, on s'ambiance des marchés traditionnels. On attend quoi? La Fed demain soir, une détente des marchés, l'envie de revenir sur le marché en mode risk on. Je pense que beaucoup sont quand même inquiets d'une capitulation finale pour mieux repartir. Moi, je vois pas pourquoi on sortirait maintenant. On est toujours dans la même situation, technique, graphique, même si effectivement on a une petite pression. Vincent, votre regard à vous sur le potentiel technique, notamment du Bitcoin pour commencer. Oui, alors je vais rebondir sur la présentation de Xavier à l'instant. J'insisterai, moi, pour les auditeurs, téléspectateurs et auditeurs, nous sommes à 24 heures d'une décision de politique monétaire de la Banque centrale américaine, la Fed. Une décision de politique monétaire qui peut être historique, ou pas loin de l'être. Plusieurs hausses de taux, 2 probablement demain d'un coup, et peut-être le début d'une série de hausses de taux. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché crypto actuellement s'inscrit dans un contexte plus global. Tous les actifs financiers majeurs, et j'insiste, tous les actifs financiers majeurs, c'est-à-dire les grands indices boursiers américains, le cours de l'euro-dollar, les matières premières et surtout les taux d'intérêt à long terme ont atteint des seuils techniques critiques. Et tous ces actifs, les autres classes d'actifs, sont en train de végéter, je reprends le terme utilisé à l'instant par Xavier, au contact de ces seuils-là. Et c'est très intéressant de noter que le marché crypto aussi. Et donc, le cours du Bitcoin, ça fait depuis 2-3 semaines qu'il oscille autour des 38 000, 48 000 $. En fait, il s'accroche à cette paroi. Mais on en parle, vous en parlez chaque jour sur l'antenne. C'est l'ultime garant technique. C'est le dernier rempart technique, pour reprendre le titre d'un film connu. Bref, moi, ma conviction, elle est que le marché donnera la réponse technique. Bon, je réponds à votre question, cher Guillaume. Pour le cours du Bitcoin, la réponse technique, elle est au pire jeudi matin, jeudi dans l'après-midi avec Wall Street, mais plus probablement dès mercredi soir avec la clôture de Wall Street suite à la Fed. Soit le cours du Bitcoin rebondit fermement sur les 37-38 et c'est reparti en route pour 45 et 52, où il brise le support. Et c'est là, moi, ce que j'appelle, vous savez, souvent l'ultime frayeur, c'est un décalage du marché à 25 000 $. Voilà l'alternative de la semaine. Et on vous proposera sur BFM Business une émission spéciale, dès 20h, en effet, demain soir, lorsque la Fed livrera son verdict et notamment l'ampleur de la remontée des taux. Il faudra suivre aussi, bien sûr, la conférence de presse de Jérôme Powell, qu'il nous dira sur les perspectives économiques et la réduction
réalisation du bilan, ça comptera aussi pour les liquidités présentes sur le marché, y compris sur le marché crypto. L'Ether, quel potentiel pour la suite? Vincent, actuellement l'Ether cote ou vaut, pour être plus précis, 2834 $. Alors, c'est une excellente question, Guillaume. Concrètement, le marché crypto, ça devient une classe d'actifs assez mature et les bonnes vieilles habitudes des autres classes d'actifs commencent à s'imposer à lui. C'est-à-dire qu'il y a des actifs majeurs, des leaders. Alors, on le sait, Bitcoin et Ethereum en termes de capitalisation boursière. Et ensuite, l'environnement des alts qui lui-même se décompose en plusieurs catégories. La configuration technique d'Ethereum et d'un point de vue graphique, parce que moi je regarde le marché à travers le prisme de l'analyse graphique, je suis ici pour ça entre autres, est similaire à celle du Bitcoin. Une sorte de compression chartiste qui, à mesure que les sessions passent, est de plus en plus étroite. Une énorme compression qui contient en elle une énergie qui va être bientôt libérée. Le seuil technique équivalent aux 38 000 $ du cours du Bitcoin, pour Ethereum, c'est 2600, 2650 $. C'est concrètement la partie basse d'un trend haussier en place depuis le début de l'année. S'il cède, c'est le décalage à 2000. Si, dans le sillage de la Fed, et grâce à la tenue des supports de Wall Street, le marché parvient à construire son renversement haussier, c'est le rebond à 3500 $. En fait, c'est ce que je décrivais à l'instant comme pour le cours du Bitcoin, c'est ce qu'on appelle une alternative. Une alternative, il y a deux branches. Et actuellement, ces deux branches s'opposent, se regardent en chien de faïence et sont équiprobables. C'est ça la dure réalité du moment. Vincent, sur le potentiel d'Ether, est-ce que vous partagez les seuils techniques à repérer à l'instant et dont parlait à l'instant Vincent Gann? Oui, alors pour rebondir et pour continuer justement dans cette aussi catégorie alt, c'est vrai que Bitcoin et Ethereum, je regarde un peu la force relative entre les deux depuis un mois, c'est quasiment la même. Voilà, donc ça n'a pas vraiment évolué, c'est quasiment similaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est dans un marché, on va dire, un peu en crabe, mais plutôt baissier, et que Bitcoin et Ether sont finalement les plus forts. Si on regarde depuis un mois, les plus forts, ou on va dire les moins faibles, ceux qui ont moins baissé, en tout cas dans le top 10 des 50 plus grosses cryptos au monde, c'est Bitcoin et Ethereum en font partie. C'est pas les replis les plus faibles, mais ils en font partie. Les alts, en fait, ont plus de mal, parce que je pense qu'en fait, on est dans une logique, et Vincent en a parlé tout à l'heure dans un deuxième scénario, même si pour moi, c'est pas mon scénario principal qu'on fasse une capitulation, c'est que, en fait, on est dans une logique de sortie progressive, de gestion d'allègement de portefeuille. Parce que si effectivement on a des mauvaises nouvelles et si le marché réagit mal au discours de Jérôme Powell à Wall Street et puis c'est derrière finalement contaminé, ça contamine un peu le marché des cryptos, eh ben, si on n'a pas de cash, si on n'a pas de trésor pour dire ok, on a des soldes, je sais pas, moins 20, moins 30% et que on a une capitulation finale et que c'est l'opportunité, on n'a pas de cash sur le marché, eh ben, il faut justement en avoir maintenant. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est dans une logique un peu d'allègement où tout le monde est dans les starting blocks. Si jamais on a un dip, eh ben, ça sera à ce moment-là, effectivement, on aura des opportunités peut-être de moins 20, moins 30%. Et à l'inverse, si on a une nouvelle hype, on en a parlé, donc que ce soit la défi, les métaverses, on a parlé la semaine dernière ensemble avec les move to earn, etc. Ben, si jamais on a un démarrage, on ne sait pas aujourd'hui forcément quel secteur repartira en premier. Donc on dit qu'il faut effectivement un peu de cash. On fait un peu le ménage de nettoyage, doucement, dans le calme, et c'est pour ça que ça nous donne finalement des mouvements qui sont pas très intenses pour le moment. Allez, 30 secondes vraiment, Xavier, sur un altcoin, une autre crypto dont vous estimez que les seuils, les signaux techniques sont intéressants et peuvent offrir un potentiel à court terme. Il y en a une qui tient bien, c'est Luna Terra dans le top 10, dont on est dans le développement de la finance décentralisée, qui propose des stablecoins, donc adossés aux monnaies fiat. Son stablecoin d'ailleurs Terra USD est dans le top 10 des cryptos les plus valorisés. On est 30% en dessous des records historiques, tendance neutre à court terme au sein d'une tendance moyen terme qui est haussière, stratégie offensive, buy the dip, si tel est le cas, bas de canal ascendant en daily, c'est autour des 65 $. Stratégie défensive, mais qui ne veut pas dire forcément moins risquée, si on passe seuil à surveiller au-dessus des 87-88 $ pour libérer un potentiel pour viser les records historiques. Vincent, de votre côté, laquelle est-ce que vous avez détecté d'un point de vue technique comme faisant partie des cryptos les plus intéressantes là, à court terme, et en rappelant que c'est la diversification et qu'il ne faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre dans les cryptos, bien sûr. Alors justement, je vais vous en donner deux, mais vraiment une, et vous avez raison d'insister sur ce côté risqué. L'intervalle 0,10-0,12 $ sur le Dogecoin. Bon, retour d'Elon Musk oblige, mais il y a un vrai support technique, donc 0,10-0,12 $ sur le Dogecoin, et puis un chiffre rond, le niveau des 1 $ sur Matic, Polygon, donc Matic USD, je parle en dollars. Merci. Je vous ai pas interrompu, Vincent, on est au bout?
Nous sommes au bout. Oui, c'est ça, d'accord. Non, j'avais un petit doute. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le match des deux papes de l'analyse technique dans l'univers crypto. Merci beaucoup. On est ravis, messieurs, chaque semaine de vous compter à nos côtés dans le club BFM Crypto. Xavier Fenot pour Interactive Trading et Vincent Gann aussi, analyste technique indépendant. Valentin Demey et Pierre Morisot nous accompagnent pour encore une grosse dizaine de minutes. Valentin Demey pour Crypto. On va continuer d'effleurer et de déflorer l'actualité crypto, blockchain, Web3 du moment. Argentina, il va falloir s'intéresser à l'Argentine, parce que deux grandes banques du pays permettent désormais d'acheter des crypto-monnaies. L'Amérique latine, toujours très active sur ce marché, Valentin. Exactement. Et à chaque fois qu'on vient ici, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles grosses tendances qui se dessinent comme ça. Et à chaque fois, on dit on est moins surpris par les grosses banques, par les grosses institutions, même parfois par les pays. La semaine dernière, c'était la République du Centrafrique qui a accepté Bitcoin. Mais c'est quand même intéressant de souligner ces gros changements-là, surtout quand c'est des grosses banques. Là, c'est Banco Galicia, la plus grosse banque du pays en termes de volume, qui propose d'acheter du Bitcoin, ou en tout cas qui propose le Bitcoin à ses clients. 60% des clients de cette banque répondent être intéressés par l'achat de Bitcoin et des crypto-monnaies, parce qu'il y a aussi Ethereum et l'USDC, le fameux stablecoin qui suit le cours du dollar, qui est proposé par cette banque-là. 10e pays, et c'est là où c'est pas surprenant, 10e pays en termes d'utilisation des crypto-monnaies, nous dit Chain Analysis, qui regarde un petit peu ce qui se fait dans les cryptos, et grâce à la blockchain arrive à identifier des flux. Donc c'est la 10e plus grande puissance mondiale dans l'univers crypto, voilà, l'Argentine. C'est exactement ça. Donc c'est pas surprenant que finalement cette dynamique soit aussi importante là-bas. En août dernier, son président nous avait dit pourquoi pas accepter Bitcoin comme cours légal, exactement comme le Salvador il y a 8 mois. Et puis c'est aussi une des réponses à l'inflation, 6,7% d'inflation ce mois-ci pour l'Argentine. Donc les crypto-monnaies ont aussi été inventées, surtout Bitcoin, pour contrer ce genre de problématiques. Donc ça prend sens sur toutes ces thématiques-là. Deux grosses banques, dont la plus grosse en termes de volume à accepter et à proposer ce genre de service. Pierre? C'est vrai qu'en effet, déjà les problématiques qu'il y a en Argentine par rapport à ce qu'on voit nous en Europe, c'est qu'il y a des enjeux financiers et bancaires, la croyance et confiance dans le système bancaire n'est pas du tout aussi développée qu'on a en Europe. La croyance, là c'est l'inconscient qui parle. Donc évidemment c'est une super terre pour l'utilisation des crypto-monnaies, et on le voit avec les institutionnels qui les adoptent aussi rapidement dans leurs services. Ouais. L'autre actualité de la semaine, et elle fait beaucoup jaser, on en a déjà parlé hier, ça a fait réagir, au point d'ailleurs que le groupe a fait un peu marche arrière, c'est Crypto.com qui donc, encore une fois, réajuste son offre de récompense associée à ses crypto-cartes. En fait, Crypto.com avait annoncé une forte baisse des récompenses et finalement ils reviennent légèrement en arrière. On finit par s'y perdre, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup réagir nos auditeurs, nos téléspectateurs, les clients aussi et la communauté crypto, clairement, Valentin. Exactement, un rétro-pédalage du groupe. Grégory Raymond nous rappelait effectivement les petites subtilités où il y avait beaucoup un peu en fait ce qui se passe dans les comptes en banque un peu traditionnels aussi, ou les banques en ligne où on nous propose 50 € si vous venez amener un ami, on vous donne 50 € à l'ouverture du compte. C'est à peu près la même chose. Moi, je pense que Crypto.com a atteint l'objectif qu'ils avaient en termes d'acquisition. Ils ont décidé de changer un peu leur dynamique pour la survie du groupe. D'autant que, et c'est là, beaucoup de tweetos se sont amusés à répercuter un peu, à répertorier les dépenses du groupe. Et Grégory Raymond, que je salue du coup, qui en parlait hier, les a compilés. Ils ont dépensé 30 millions pour sponsoriser le Paris Saint-Germain, 100 millions pour la Formule 1, l'UFC 175 millions, et très récemment, ou encore il y a moins d'un an, renommé le Staples Center pour 700 millions. Donc effectivement, il va falloir peut-être baisser les rewards. Wow. Finalement, ils avaient décidé d'en annuler une grande partie. Ils reviennent sur leur décision parce que, et c'est là où c'est un peu plus rapide que la finance traditionnelle, en un tweet, à cause de la chute du token de près de 30% sur une semaine, ils ont rétro-pédalé pour se dire bon, ok, là on est peut-être en train de perdre des utilisateurs, surtout qu'il y a des entreprises qui se sont mises dans le sillon en disant hey, regardez, nous, on a toujours des avantages. Donc ils ont découpé la poire en deux. Alors on va pas ressortir tous les chiffres et les ajustements qui ont été faits, mais en tout cas, le cashback est un petit peu revenu sur certaines cartes, alors qu'il aurait dû être supprimé sur une partie et a été réaugmenté. Donc le cashback ne disparaît pas totalement des cartes de Crypto.com. Bon, voilà, certains clients peut-être en partie rassurés. Vous en faites partie, Pierre? Oui, alors je n'ai pas de compte Crypto.com. Pardon. Mais par contre, c'est un point qui a été très intéressant d'un point de vue fiscal, le cashback. C'est qu'il y a eu une position du centre des impôts, des SIP, pour dire que c'était une remise commerciale. Et donc le cashback est un revenu qui, en fait, donc, d'une certaine façon, fait réduire le montant d'impôt dû sur les crypto-monnaies. Donc percevoir du cashback permet d'alléger son impôt en crypto-monnaie.
C'est passionnant parce que pendant très longtemps, ça a fait peur. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient des cartes avec cashback en se disant oula, on ne sait pas comment ça peut être perçu. Donc c'est important d'apporter ce point de vue-là, Pierre. Cela, on peut rappeler quand même qu'il faut déclarer ce qu'on dépense avec nos cartes bancaires, qu'elles soient crypto.com, Binance ou autres, parce que c'est quand même de la dépense et de la cession de crypto. Et vous qui nous suivez, on vous dira dans un instant, grâce à Pierre notamment, comment déclarer vos revenus issus des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Juste avant cette dernière news, Valentin, que vous avez dégotée, elle nous en dit long cette news sur l'impact de la blockchain et des cryptos pour la propriété intellectuelle. Le développeur de Tomb Raider, Square Enix, vend 300 millions de dollars de propriété intellectuelle et de studios pour faire quoi ? Pour investir dans la blockchain. Exactement. Beaucoup dans la blockchain, dans l'intelligence artificielle, dans le cloud computing. Mais ce qui nous intéresse là, c'est clairement la blockchain. En fait, la dynamique de ces grands groupes, particulièrement dans le jeu vidéo, c'est qu'ils ont bien compris que ça allait être quelque chose qui allait bouleverser l'industrie, notamment sur la partie des NFT, parce qu'on va reprendre la possession de ces informations et de ce qu'on va acheter. Au lieu, on le répète souvent, mais au lieu d'acheter, de dépenser quelque chose dans un jeu qui ne nous appartient pas, on va acheter des NFT et garder la propriété de ce qu'on va acheter, une épée ou je ne sais quoi dans un jeu, ou ce qu'on appelle un DLC, donc une extension du jeu. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si le jeu demain décide de fermer ses portes ou de renier un joueur pour X ou Y raison, comme vous avez toujours la propriété des items à l'intérieur, eh bien vous pouvez les revendre ou les échanger contre quelque chose d'autre. Et c'est aussi super important ce point-là dans les réseaux sociaux, parce que c'est en ce moment la grosse lame de fond, et on en reparlera probablement sur ce plateau, de récupérer les droits de ses followers, les droits de sa petite validation sur Twitter ou autre. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est nos followers, mais en vérité, c'est les followers du groupe. Et si Twitter, demain, décide de nous faire sauter le compte ou de fermer, eh bien, vous ne pouvez pas récupérer vos followers pour aller sur le réseau social d'à côté. Donc, il faut tout refaire de A à Z. Là, c'est sur ces thématiques-là que les jeux vidéo, que les réseaux sociaux s'installent, notamment par les NFT, par toute technologie de la blockchain. Donc c'est un signal très très fort d'avoir un studio qui cède une partie de ses bijoux de famille, si on peut dire, pour acheter, pour lever 300 millions et du coup investir dans la blockchain en grande partie. Oui, redonner aux utilisateurs la propriété de la propriété intellectuelle, en quelque sorte. Exactement, et ces données privées. Donc c'est deux gros chantiers qui sont intéressants et qui s'incarnent ici. C'est de la propriété intellectuelle au carré. BFM Business, média de solutions, vous allez nous apporter Pierre Morisot pour Waltio, on le prononce comme ça. Vous allez nous apporter des clés pour déclarer. Ah oui, c'est le printemps. Alors, les oiseaux, l'odeur des glycines et des lilas, et puis la déclaration de revenus qui est arrivée. La petite cigogne nous l'a apporté dans la boîte aux lettres ou dans notre boîte mail. Et donc, on a besoin de vos lumières, vos réponses aux questions que l'on peut se poser. Comment déclarer ses revenus issus des cryptos ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. On va démarrer cette première question. Jonathan, comment déclarer les revenus passifs de DeFi ? Allez, la finance décentralisée, la DeFi. Alors, déjà, il faut savoir, le régime fiscal qui réglemente les crypto-monnaies, aujourd'hui, ne définit pas les revenus de DeFi. C'est-à-dire qu'il a été pensé, quand il a été mis en place le régime fiscal des actifs numériques, à l'époque où il y avait les revenus de DeFi étaient quand même relativement marginaux. C'est le stacking, le lending. Exactement, tout ça. Donc, aujourd'hui, ça devrait être déclaré comme des bénéfices non commerciaux. Maintenant, à défaut que ce soit quelque chose qui soit relativement, on va dire, c'est particulièrement complexe à mettre en place, on propose une solution pratique qui est de se dire on intègre ces revenus de DeFi, donc ces revenus passifs souvent, au sein de son portefeuille d'actifs numériques, et lorsqu'on, comme le disait tout à l'heure Valentin, lorsqu'on fait une vente, c'est-à-dire qu'on va échanger nos crypto-monnaies contre des devises d'État, euros ou dollars, ou on va acheter quelque chose avec ces crypto-monnaies, c'est à ce moment-là qu'il y aura l'événement taxable, et c'est à ce moment-là qu'on va devoir calculer et déclarer sa plus-value. Le fait générateur. Voilà, exactement. En langage fiscal. Voilà cette première réponse à la question de Jonathan. Mathieu aussi nous écrit: comment déclarer des NFT ? Y a-t-il une imposition sur les gains en NFT ? C'est une excellente question parce que il y a des personnes le nombre de propriétaires en crypto-monnaie s'est énormément développé, et surtout dans le monde des NFT. Et une fois de plus, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que le NFT n'est pas défini juridiquement. Donc, on n'a pas de régime fiscal spécifique. Ça pourrait être le régime fiscal des œuvres d'art, ça pourrait être le régime fiscal des biens meubles, des instruments financiers. L'immobilier, pourquoi pas, les NFT en immobilier, le token immobilier. Exactement, avec la réflexion de se dire, est-ce qu'on l'impôt doit être sur le NFT ou plutôt sur le sous-jacent, c'est-à-dire ce qu'il représente. Et donc, pareil, je pense qu'il y a un moment où on doit déclarer ses revenus. Donc, à partir de là, proposition pratique est de se dire, le NFT, on le perçoit comme un actif numérique, c'est-à-dire on achète un NFT avec des crypto-monnaies, il n'y a pas de déclaration de plus-value. On échange un NFT contre un autre,
c'est pas non plus donc un fait générateur. Et on le revend contre une crypto-monnaie. À nouveau, il n'y a pas de plus-value. Après, évidemment qu'il faut suivre son portefeuille si on réalise d'autres plus-values, on réalise d'autres cessions de ces cryptos. Mais en tout cas, c'est une proposition pratique. Je tiens quand même à préciser que un individu qui a réalisé des revenus significatifs en NFT, c'est pertinent d'aller voir un avocat fiscaliste qui est spécialisé dans les enjeux juridiques des NFT. C'est une proposition à défaut d'avoir un texte de loi sur le sujet. Bon, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions très concrètes aussi. On essaie régulièrement d'y répondre, soit sur notre fil Twitter BFM Crypto, vous pouvez me les envoyer aussi sur mon fil Twitter d'ailleurs, ou encore sur le site bfmbusiness.fr. Cette question d'un auditeur, encore une fois, il y a beaucoup de garçons, plus que de femmes. Concrètement, comment fait-on pour déclarer ces opérations imposables en crypto-monnaie, concrètement? Je pense une question très générale. Oui, très générale. Déjà, je pense que la première chose, c'est de se dire il faut suivre son portefeuille, donc identifier tous ses comptes, que ce soit les plateformes d'échange. Là, on a pu acheter des crypto-monnaies avec des fiat, donc de l'euro et du dollar. On va aussi suivre tous ces wallets, donc c'est les portefeuilles sécurisés de ces crypto-monnaies. Et donc, on va rassembler ces informations. Après, on doit identifier les opérations qui ont servi d'investissement, identifier les opérations un peu particulières, identifier les opérations imposables, on doit les valoriser, ces opérations, et après on doit donc calculer les plus-values et remplir le formulaire de déclaration qui est le formulaire 2086. C'est marrant parce que l'investissement en crypto est hyper facile, c'est presque du gaming, voilà. Mais alors derrière la déclaration, c'est l'usine à gaz, quoi. L'amont est facile, l'aval, bon courage. Mais en fait, la logique fiscale aujourd'hui, qui est dans le monde des cryptos, mais qui est aussi celle pour plein de pays, est une logique fiscale qui ressemble vraiment aux obligations d'une petite entreprise. C'est vraiment donc les personnes qui achètent et vendent des crypto-monnaies ont vraiment besoin de leur comptable pour les aider, donc comme je disais, à suivre leur portefeuille et à remplir l'IAS fiscale. Pierre Morisot, Waltio, et vous venez de publier l'édition 2022 de votre livre blanc traitant de la fiscalité relative aux NFT, à différents sujets exactement de la crypto-monnaie. C'est gratuit, c'est disponible. Il est gratuit, il est entièrement gratuit. Ouais. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Le Club BFM Crypto, chaque après-midi sur BFM Business. Pierre Morisot nous accompagnait. Valentin Demey, journaliste pour Crypto. Salut messieurs. Merci. Bon retour, à très bientôt. Le CAC 40, on va se rebrancher au marché financier. Le CAC 40 est toujours très hésitant. Le Club à suivre pour débriefer cette séance, ce sera dans quelques instants aux alentours de 17h et jusqu'à la clôture des marchés sur BFM Business.